Pas du tout de proof of work, de mining avec, sur Bitcoin par exemple. Pourquoi vous le faites pas concrètement? Ouais, on le fait pas, c'est un autre métier. C'est même pas du tout le même métier. C'est un métier qu'on regarde beaucoup parce que déjà moi ça m'intéresse beaucoup. En fait, on a tendance à mettre en opposition staking mining. Et la réalité, c'est que moi, en tant qu'entrepreneur dans le staking, j'ai plein de copains dans le mining qui m'expliquent un peu leur métier. C'est deux manières de faire en fait, il n'y a pas forcément deux manières de faire. Les opposer. Donc tu vois, par exemple, en France, il y a les gars de Cesters que j'adore. C'est des copains, ils sont à Marseille en plus. Donc le fait qu'ils sont à Marseille, ça en fait doublement des copains. Même j'avais discuté un petit peu avec Sébastien Gouspillou, qui est assez visible sur le sujet en France. Ou même, en fait, on est très proche de Bitfury, par exemple, qui est le deuxième plus gros miner sur la planète. Sami Biadi, que j'embrasse. Et qui, en fait, c'est intéressant pour nous parce que il y a cette gestion de la crypto. Tu vois, eux aussi sont payés en Bitcoin, au même titre que nous, on est payés en Ether ou en d'autres crypto-monnaies. Donc, cette gestion de la trésor en crypto, beer bull, on a les mêmes problématiques. Par contre, dans l'infrastructure, ça n'a rien à voir. En fait, nous, on est plus un business de sécurité dans le cloud ou on-premise, mais c'est plus simple de déployer un validateur, tu vois, complètement as a service, cloudifié. C'est software et hardware. C'est software, hardware. Par contre, nous, on doit faire très attention à la sécurité de nos clés de validation, comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Quand tu es un miner, en fait, ta problématique, c'est d'acheter, entre guillemets, des machines pas chères, même si de toute façon, tout le monde s'approvisionne aux mêmes fournisseurs, c'est-à-dire les Chinois, Canaan ou Bitmain, et j'ai oublié le troisième. Ta marge, elle est plus faible aussi, non? Ta marge, est-ce que c'est la même? Ta marge peut plus de être... contraintes. Non, ta marge n'est pas forcément plus... On a des marges intéressantes, disons-le comme ça. Vous avez dû réfléchir à ça. On a des marges intéressantes. Par contre, il y a deux choses. C'est qu'eux, ils ont beaucoup plus de CAPEX. Parce que, un, il faut investir fortement dans les machines. Et deux, en fait, tout est une question de prix de l'électricité. D'accord que l'État, la juridiction dans lequel tu es, dans lequel tu mines, soit OK aussi avec ça. Ouais, c'est vrai. Il y a un vrai problème à ce niveau-là. Tu peux te faire confisquer des machines, etc. C'est vrai. J'ai entendu des choses qui sont assez marrantes. Donc, en Chine, par exemple, il y a eu même si, ils se sont arrangés. Hein, aujourd'hui, quand même, les plus gros producteurs de chips sur la planète, c'est toujours les Chinois. Mais effectivement, les fermes ne sont plus vraiment opérées en Chine, ou en tout cas plus au niveau auquel ils étaient. Aujourd'hui, c'est beaucoup les États-Unis. Et même selon les États aux États-Unis, le Texas par exemple étant un État qui est très mining friendly, parce que en fait tu peux acheter de l'extrait pas cher avec un principe d'auction, tu vois, un principe de vente aux enchères, et c'est vraiment ça le premier coup du miner, c'est d'aller chercher un prix du kilowattheure le moins cher possible pour pouvoir être le plus profitable possible. Et ce qui est juste pour finir sur le mining, en fait ce qui s'est passé dans le marché du minage ces 12-18 derniers mois, c'est que les 2 ou 3 plus gros miners de la planète qui se sont créés au dernier bull, donc 2020, 2021. C'est tard. C'est Core System et Core System et j'ai oublié le deuxième, mais en fait c'était des gars de Wall Street qui sont arrivés, qui ont dit regardez c'est super profitable, qui ont levé énormément d'argent avec des retours qui promettaient à leurs investisseurs qui étaient trop élevés, mais en fait qui étaient des retours de bull market. Et en bear market, ils se sont retrouvés avec des coûts et des dettes sur les sociétés qui étaient beaucoup trop élevées. Et en fait, en 6 mois, tu as les 2 plus gros de la planète qui ont disparu, quoi. En gros, c'est plus ou moins ce qui s'est passé. Ouais, c'est pas ouf, mais je pensais qu'il y aurait quand même plus d'entreprises qui datent de 2015, 2016, 2017. Ça, c'est ceux qui sont restés, tu vois. Donc en fait, Riot ou Bitfury, par exemple, qui sont les 2 plus gros aujourd'hui, sont des entreprises qui viennent... Ils sont les plus gros parce qu'ils ont réussi à survivre, c'est ça que tu dis. Parce qu'ils ont connu d'autres bear markets. Tu vois, et qu'ils ont très bien compris qu'en bull, il fallait être extrêmement précis sur les machines au prix auquel tu les payais, sur le prix d'électricité auquel tu pouvais acheter, et surtout sur les retours que tu proposais à tes investisseurs, et surtout sur le hedging. En fait, c'est aussi une question de hedging, et ils ont pris beaucoup moins de risques que ces nouveaux arrivants, et donc ils sont toujours là. Ouais. Mais en soi, c'est que les marges sont pas si élevées s'il y a un risque de fermer la porte, quoi. Tu as toujours des marges élevées, mais tu as promis des retours à des investisseurs. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, selon ce que tu as promis, par rapport à ce que tu peux délivrer, tu coules la boîte ou pas.